Merci d'être avec nous sur Radio J matinée un petit peu spéciale, Christophe. Christophe, bonjour. Bonjour Ilana. Et oui, notre invité devait être Claude Maluret, sénateur Les Indépendants de l'Allier, mais pas de réponse ce matin. Panne de réveil peut-être du côté du Sénat, on en saura plus. Mais en tout cas, nous sommes là pour commenter l'actualité à vos côtés, Christophe. Il y a beaucoup d'actualités. On va parler bien sûr de ce qui se passe en France, mais d'abord le dossier du jour, c'est l'Ukraine. Et on l'apprenait, un entretien téléphonique hier entre le président français Emmanuel Macron et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, qui ont évoqué la nécessité de préserver la sécurité et la sûreté de la centrale nucléaire de Zaporijia, qui a été attaquée notamment, qui a été bombardée ce week-end. Alors qu'est-ce qui se passe concrètement là sur le terrain? Qu'est-ce qui se passe dans les négociations surtout entre la France, l'Ukraine et la Russie? Alors c'est un dossier d'abord sur lequel Emmanuel Macron a toujours été en pointe. Dès le mois de septembre, quand il y avait eu déjà des bombardements, une première alerte sur la centrale, Emmanuel Macron avait dialogué non seulement avec Volodymyr Zelensky à l'époque, mais il avait appelé sur ce dossier Vladimir Poutine. Non sans résultat, puisque à la suite de cette intervention, Vladimir Poutine avait accepté l'arrivée sur place des responsables de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui y sont toujours, puisque nous avons une centrale dans une situation extrêmement étrange, puisqu'il y a des techniciens ukrainiens qui sont les techniciens habituels, ils sont sous le contrôle de techniciens et de militaires russes, et il y a également la surveillance des experts internationaux. Alors depuis quelques jours, des bombardements nouveaux ont frappé cette centrale. Il est difficile d'imaginer que ce soit des bombardements ukrainiens. Ils ont besoin d'électricité en ce moment, ils ne vont pas retarder le redémarrage de la centrale. Le plus probable est une série de bombardements russes parce que justement l'Ukraine avait émis la volonté de redémarrer 2 des 6 réacteurs afin de se doter un peu d'électricité. Alors est-ce qu'Emmanuel Macron peut bouger les choses? Tant qu'il n'aura pas aussi parler à Vladimir Poutine, je crains qu'on ne progresse pas beaucoup sur ce sujet. Il ne discute pas avec lui. Pour l'instant, il ne discute pas avec lui. Rien n'est annoncé du côté de l'Élysée d'un éventuel contact avec Vladimir Poutine. On voit bien que les Russes veulent continuer leur stratégie de terreur sur la population ukrainienne, c'est-à-dire les priver d'électricité et de chauffage pendant l'hiver. De ce côté-là, la centrale est une cible. Alors justement, plus de 700 attaques contre des établissements de santé ukrainiens depuis le début de l'invasion russe en février. L'Organisation mondiale de la santé qui a prévenu hier que l'hiver menacera la vie de millions d'Ukrainiens. Voilà, c'est l'OMS qui a enregistré ce nombre de frappes. Est-ce qu'il faut passer aux négociations à présent en demandant aux Ukrainiens d'accepter un cessez-le-feu? On sent monter dans l'opinion, dans les opinions occidentales, ce sujet-là. Les Ukrainiens ont repris Kherson, les Ukrainiens sont sur la frontière du Dniepr. Finalement, est-ce que le moment n'est pas venu, puisque de toute façon l'hiver va bloquer en petite partie les opérations militaires, est-ce que le moment n'est pas venu de passer à la table des négociations? Bien entendu, c'est pas le point de vue des Ukrainiens qui veulent mener la guerre le plus longtemps possible et reconquérir leur territoire par la voie militaire. Non seulement le territoire qui était le leur avant l'attaque du 24 février, mais le territoire qui était le leur avant les troupes de 2014 à l'Est et également dans l'esprit des Ukrainiens, la reconquête de la Crimée qui, elle, a rejoint la Russie après l'organisation d'un pseudo-référendum. Évidemment, le jusqu'au-boutisme ukrainien, ce n'est pas la vision des Occidentaux. La clé, elle est à Washington. Le jour où les Américains décident que l'offensive doit s'arrêter, elle s'arrêtera, parce qu'ils arrêteront de fournir des armes, des experts, des munitions. Donc la décision sera une décision américaine imposée aux Ukrainiens. Alors les Ukrainiens le savent, donc ils vont négocier, ils vont obtenir des choses. Les résultats des élections aux États-Unis, avec un Biden qui finalement n'a pas complètement perdu la main, donnent de ce côté-là un sursis aux Ukrainiens, puisqu'ils pourront sans doute mener des opérations de guerre pendant l'hiver et après l'hiver. Ouais, quand les États-Unis vont le décider, l'Ukraine devra négocier probablement. Oui, à un moment donné, on passera sur le tapis vert. D'abord parce que toutes les guerres se terminent comme ça. Même en 14-18, quand l'armée allemande a rendu les armes devant les Alliés devant la France, on n'a pas envahi l'Allemagne avant. On a, sur le tapis vert, décidé de redonner à la France l'Alsace et la Lorraine et décider des sanctions. C'est la fonction des traités de paix aussi, c'est de redéfinir les territoires. Par ailleurs, n'oublions pas que nous avons un pays coupé en deux depuis 1953, la Corée, un pays qui a été coupé en deux pendant 44 ans, l'Allemagne, et c'est finalement par de longues négociations de paix et des pressions économiques que l'intégrité de ces territoires peut être reconstituée. Eh bien, on suivra en tout cas les développements en Ukraine. Alors, place à l'actualité politique en France. On le sait, le parti Les Républicains va choisir son président très bientôt. Alors, est-ce que ce sera très différent si c'est Bruno Retailleau, Éric Ciotti ou Aurélien Pradié? Oui, ça sera différent d'abord dans la vie interne du parti. Certains parlementaires n'ont pas caché que si Éric Ciotti prenait la tête du parti, ils pouvaient prendre leur distance avec les LR et se rapprocher de la majorité. D'autres ont expliqué que si Aurélien Pradié se retrouvait président, il incarnait une ligne trop à gauche, trop sociale, et que ça ne serait pas possible de continuer. La différence va être aussi ensuite
sur la tactique qu'adopteront les Républicains. Par exemple, Éric Ciotti n'a pas caché qu'il voulait immédiatement faire désigner par le parti Laurent Wauquiez comme candidat à la présidentielle 2027. C'est une affaire réglée, on a un candidat, on a un parti en ordre et on se bat. D'autres ont dit non, il faut attendre que les élections européennes passent parce que ça peut abîmer un leader, attendre que le parti se dote d'un programme, c'est la position de Bruno Retailleau ou celle d'Aurélien Pradier. Et puis enfin, il va y avoir aussi une grande influence de ce choix de figure sur l'opinion. On voit bien que les électeurs de droite sont divisés, ils sont hésitants. Ils se demandent si l'avenir c'est de faire confiance au LR ou si c'est de les abandonner pour aller aider une extrême droite qui serait au bout de sa dédiabolisation, ou bien au contraire venir aider la Macronie à se reconstituer pour l'après-Macron. D'autant qu'il y a à la tête de la Macronie dans les sondages d'opinion quelqu'un qui vient de la droite, qui est Édouard Philippe. Donc selon le patron du futur parti Les Républicains, eh bien il y aura de vraies différences. Oh, elles vont pas se voir dès le 4 décembre ou le 12 s'il y a 2 tours au matin. Non, bien sûr. Elles vont se voir plus tard, dans la longueur d'un quinquennat qui va être marqué par des élections européennes très difficiles à gérer par les Républicains. Ils avaient fait 8%, même pas la dernière fois. Et puis évidemment, à l'horizon 2027, il faut un programme, des idées et un présidentiable. Un exemple, les énergies renouvelables. Les sénateurs LR ont voté la loi. Au Sénat. Ouais. Et puis à l'Assemblée, les députés LR disent non, on n'est pas d'accord, ils ont mal travaillé, on veut remettre des exigences dans cette loi. C'est dire si les Républicains ne savent plus où ils habitent. Alors, on parle aussi d'un veto pour les maires à propos des champs d'éoliennes. Dans cette loi, oui, sur les énergies renouvelables. Alors, est-ce que c'est excessif ? Oui, c'est excessif. La politique énergétique est une politique d'État. C'est une politique d'indépendance stratégique. Alors, bien sûr, on va consulter les maires avant d'imposer sur leur territoire des champs d'éoliennes. Peut-être faut-il aussi associer la population. Mais si on donne un droit de veto, il n'y aura plus d'éoliennes nulle part. Chacun essaiera de la mettre chez les voisins pour avoir l'électricité sans avoir les pylônes. Et donc, ce n'est pas acceptable. De ce côté-là, les Républicains jouent une décentralisation excessive. Contre la flambée du coût de l'énergie, le gouvernement propose, Christophe, des aides aux entreprises et maintient une limite de la hausse pour les ménages. Alors, est-ce que selon vous, c'est efficace, c'est nécessaire ? Alors, c'est efficace à très court terme, puisque c'est la prolongation du quoi qu'il en coûte. Si vous êtes une entreprise en difficulté pour payer votre facture d'énergie, vous pouvez aujourd'hui appeler Bercy, remplir un dossier et vous pouvez avoir entre 4 et 150 millions d'euros pour soulager votre facture. C'est quand même formidable. C'est une sorte de bouclier qui ne dit pas son nom. Le système était très compliqué, il a été simplifié. Donc on a véritablement une aide de l'État. Sauf que à court terme ça marche, à long terme c'est plus compliqué. Le FMI vient de dire à l'État français, il faut arrêter le quoi qu'il en coûte en 2023. C'est-à-dire que le choix français de dépenser, c'est-à-dire s'endetter pour encaisser le choc de la Covid hier et aujourd'hui des hausses d'énergie, eh bien c'est une politique qui est maintenant contestée au niveau international. Alors on parle des Républicains, il y a un autre sujet d'actualité aujourd'hui, c'est l'affaire Adrien Quatennens, le député LFI qui a été convoqué le 13 décembre prochain à Lille pour comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Alors on se demande comment va gérer justement cette affaire la France Insoumise. Bon, d'abord, ce calendrier rend quasiment impossible le retour d'Adrien Quatennens à l'Assemblée très bientôt. Le groupe réfléchit. Mathilde Panot a déclaré dimanche que le retour d'Adrien Quatennens était acté. Il va revenir à l'Assemblée. Il ne démissionnera pas de son poste de député. Maintenant, il s'agit de savoir malgré les réticences de certains et certaines. Malgré les réticences de certains et certaines. Au sein de LFI, mais leurs voix se sont tues, au sein de la NUPES, bien entendu. Comment et quand ? Avant le 25 novembre, journée de lutte internationale contre les violences faites aux femmes, c'est impossible. Avant le 13 décembre, cette comparution, ça me semble improbable. On vise plutôt, à mon avis, la rentrée parlementaire en janvier, où un Adrien Quatennens pourrait faire un retour très très discret dans le groupe LFI. À charge pour lui de savoir le mettre en scène, c'est-à-dire d'abord d'obtenir de la justice une décision. Normalement, ce qu'il a fait, c'est un simple rappel à la loi. Vous voyez, on ne va pas l'envoyer aux assises pour ce qu'il a fait. Donc la justice va juger cette affaire à la hauteur de ce qu'elle mérite, c'est-à-dire c'est répréhensible, mais ça vaut un rappel à la loi, pas plus. Donc ça va évidemment faire descendre la pression sur Quatennens. Ensuite, je pense qu'il aurait intérêt à faire une œuvre de communication et à dire ce que j'ai fait est grave. Évidemment, je ne le ferai plus. Ce qu'il a déjà fait. Il faut aller un petit peu plus loin en nous disant, voilà, pendant ces 3 mois où je n'ai pas été à l'Assemblée, j'ai suivi un stage de formation à la violence, comment les réflexes nous amènent à cette violence, comment lutter contre la montée de cette violence quand on est un homme. Et puis aussi, qu'il s'engage dans ce combat contre les violences. Il peut être une figure éminente de repenti, si j'ose dire. Tout
Tout ça, ça faciliterait son retour. C'est un talent politique important. C'est quelqu'un dont la France insoumise aurait du mal à se passer. L'éliminer serait une faute, mais bien entendu, dans la guerre de succession autour de Mélenchon, beaucoup souhaitent la disparition de Quatennens. Alors une dernière question, puisqu'on parle des violences faites aux femmes et de cette journée du 25 novembre qui arrive, la journée internationale justement de lutte contre ces violences. La majorité veut mettre l'avortement dans la Constitution. On parle du droit des femmes. Le Rassemblement national veut y placer la loi Veil. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un débat qui n'est toujours pas terminé. Non, et c'est un débat piège. L'Amérique a rendu le recul sur l'avortement possible. Et on voit donc un vent de panique là-bas. Donc du coup, vent de panique en Europe. Oh là là, faut vite mettre l'avortement dans la Constitution au cas où Trump devienne président de la République française. Ouais. Aucune famille politique ne réclame la suppression de l'avortement. Alors on peut sanctuariser le droit à l'avortement, le mettant dans la Constitution, ou bien, comme disent certains républicains, uniquement dans le préambule de la Constitution. C'est déjà une protection. Mais du coup, ça a ouvert une trappe et le Front National, le Rassemblement National tend un piège. Il dit, non, on va mettre la loi Veil dans la Constitution. C'est très bien la loi Veil, mais il y a aussi dedans la liberté de conscience des médecins qui veulent refuser un avortement. Ça serait une manière aussi de durcir, de fixer définitivement les délais jusqu'auxquels on peut légalement avorter. Donc finalement, c'est un progrès qui apparaîtrait comme un gel. Vous voyez, les bonnes intentions, l'enfer en est pavé, ça peut se retourner contre ceux qui ont ces idées. Eh bien, merci beaucoup Christophe Barbier pour toutes ces précisions. Votre invité qui n'est pas venu en studio, mais on a fait le job, écoutez, comme on dit. On espère qu'il va bien et puis on le réinvitera. C'est un orateur éloquent. Merci beaucoup Christophe. Demain, votre invité, on l'espère, à 7h45, sera Pierre Jouvet, porte-parole du PS.